Bonjour, nous sommes dans la salle du conseil municipal pour parler du projet de découverte à Vaugneray. Et nous allons parler de la première phase de ce projet qui est la phase qui s'appelle « Sur les pas de l'histoire de Vaugneray » et qui nous parle essentiellement du centre-bourg. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Albert Vialatou de nous parler de son enfance, parce qu'Albert est né ici, donc il va se présenter et il va nous parler de sa vie à Vaugneray et de l'histoire de Vaugneray. Donc, comme on vous l'a dit, je m'appelle Monsieur Vialatou. Je suis d'une famille nombreuse. Mon père a eu 8 enfants. Donc, j'ai 7 frères et sœurs, toujours vivants. Je ne suis pas très à l'aise dans cette salle parce que c'est moi qui l'ai fait installer quand j'étais à la mairie de Vaugneray. Je ne fais pas non plus à moi seul l'histoire de Vaugneray, loin s'en faut. Par contre, ce qui est peut-être intéressant, c'est que par rapport à d'autres habitants de Vaugneray depuis toujours, j'ai, par les circonstances de la vie, été amené à avoir un parcours peut-être un petit peu atypique, disons. Donc, je suis né en 1936. Mon père s'appelait Paul Vialatou et il habitait au village de Vaugneray. C'était le fils du philosophe Joseph Vialatou. Et il avait trois frères, dont un qui s'appelait Albert, qui était né en 1914 et qui était mort en 1921. Et comme moi, je suis né un peu plus tard, j'ai pris le prénom de cet oncle qui était décédé. Ma maman, que j'ai toujours appelée maman, je dis pas ma mère parce que je trouve que c'est pas moi, pour moi c'est maman. Donc elle était pas l'aînée, elle était le numéro 3 d'une famille d'agriculteurs de la Milonnière à Vaugneray, d'un tout petit hameau de Vaugneray. Donc ceux qui sont de Vaugneray connaissent bien le hameau de la Milonnière. Et elle était d'une famille de 11 enfants. Et ses parents tenaient une petite ferme de l'époque, c'est-à-dire où il n'y avait pas de mécanisme du tout, hein. Il n'y avait pas de tracteur, il y avait une paire de bœufs, des vaches, quelques chèvres et des moutons, et c'est tout. Donc tout se faisait encore à l'ancienne, donc ce n'était pas un métier facile. Et ce qui me particularise peut-être de certains autres, c'est que moi j'ai eu la malchance, mais d'autres aussi, de perdre ma mère, j'avais 10 ans. Ma maman est décédée à l'hôpital l'Hôtel-Dieu en donnant naissance à son 6e enfant. Et donc ça a été un drame pour la famille, bien sûr. Mais en ce qui me concerne, évidemment, j'avais 6 ans, je ne peux pas me rappeler de tout. Je me rappelle très bien de ma maman, bien sûr. Mais compte tenu du nombre d'enfants que mon papa resté seul avait, j'ai été souvent la Milonnière. Et donc, je connais très bien la Milonnière, je connaissais bien ce hameau, et il fait partie aujourd'hui des hameaux qui se visitent parce qu'il est resté à peu près identique à ce qu'il était il y a 40 ou 50 ou 100 ans, quoi. Donc voilà mon extraction, si vous voulez. Et puis mon père s'est remarié par la suite, 5 ans après, et il a eu encore 2 enfants. Et là aussi, c'est un petit peu atypique, il s'est remarié avec la personne qui était l'institutrice que j'avais eue à l'école à 3 ans en maternelle. Donc, vous voyez, j'ai eu comme deuxième mère celle qui m'avait instruit à 3 ans. Donc, c'est aussi un petit peu particulier dans mon histoire. Voilà. Sur le Vaugneray, j'ai suivi toutes mes études à Vaugneray, bien sûr. Enfin, tout le primaire à Vaugneray. Donc, j'allais à l'école libre à Vaugneray. Il y en avait 2 qui étaient à la Déserte. Il y avait l'école des filles et l'école des garçons. L'école des filles était tenue par des religieuses et quelques laïcs, dont ma future belle-mère. Et l'école des garçons était tenue par des frères maristes. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui, et encore dans le journal aujourd'hui, du catholicisme dans les écoles et dans les paroisses et dans les lycées et dans les collèges et ainsi de suite. Les prêtres de l'époque et les religieux de l'époque, il ne faut pas les comparer à ceux d'aujourd'hui. Moi, les professeurs de frères maristes que j'ai eus, c'est des gens qui n'avaient pas le bac. C'était des gens qui avaient un peu plus fait d'études que les autres,
mais qui n'avaient pas des diplômes comme les enseignants ont aujourd'hui. Mais par contre, ils étaient à 100% attachés à leur tâche, puisqu'il n'y avait aucune pour eux, il n'y avait aucun loisir. Ils habitaient et ils enseignaient dans le même local, dans le même logement, dans la même maison. Ils n'avaient personne d'autre pour les conseiller, et éventuellement les surveiller ou quoi que ce soit. C'était quelque chose qui était tout à fait autonome. Et aujourd'hui, je le dis parce qu'il y a tout un tas de problèmes avec les religieux d'aujourd'hui qui se comparent à ceux de l'époque. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les mêmes gens, ils ne vivaient pas dans le même monde. Et donc, ils ont une autre approche aujourd'hui que celle qu'avaient ces gens-là, qui étaient souvent des fils de grandes familles. Du reste, étant le troisième d'une grande famille de 8 enfants, j'ai été approché par ce qu'on appelait le frère recruteur pour devenir frère mariste, puisqu'à l'époque, il fallait bien qu'ils trouvent des éléments quelque part. Donc, ils allaient chercher dans les familles nombreuses, et il y avait des gens qui étaient, du reste, responsables de cette mission. Je vous dis ça parce que j'avais dans ma famille nombreuse du côté de maman, elle avait un frère qui était prêtre, elle avait un frère qui s'appelait Jean-Noël, c'est pour ça que je m'appelle aussi Jean-Noël en deuxième prénom, qui a fait des études pour être frère mariste, et une autre enfant qui était religieuse des Sœurs Saint-Joseph. Donc, vous voyez, dans la même famille, il y avait un prêtre et 2 religieux, ce qui était très fréquent à l'époque parce qu'ils étaient recrutés par des gens qui étaient spécialistes et ils savaient que dans les grandes familles, comme quelques siècles plus tôt, il y avait l'aîné il reprenait le château, le deuxième, il devenait ecclésiastique et le troisième, il se débrouillait dans l'armée ou ailleurs, quoi. Donc, Vaugneray vivait à l'ancienne. Hein. C'est pour ça que je dis ça, parce que c'était vraiment à l'ancienne. Et aujourd'hui, je vous le dis parce que vous êtes jeunes, et que même ceux comme mademoiselle Mille qui était là, elle pourrait dire la même chose que moi, parce que toutes les familles, c'était à peu près pareil, quoi. Donc moi, je suis allé à l'école de Vaugneray, chez les frères maristes. J'étais pas trop mauvais du tout, parce qu'on apprenait que les opérations, un peu de mémoire mais on n'apprenait pas de choses difficiles, hein. Si bien qu'à 12 ans, si on savait faire une règle de 3, ma foi, on avait à peu près le sommet de nos connaissances mathématiques. Et comme mon grand-père était professeur à Lyon, dans ma famille, on allait systématiquement en pension à 14 ans. 13-14 ans, on nous mettait en pension pour justement pouvoir apprendre un peu plus, quoi. Donc je suis allé à pension dans une espèce d'endroit qui s'appelait Champagne-au-Mondeur, qui était tenu par une seule famille. Du reste, il y avait 3 frères, une sœur, donc c'était un peu le bagne, mais c'était très, très serré, mais on apprenait bien. On était pensionnaires, bien sûr, donc on sortait une fois tous les 15 jours. Donc ça, c'était ma première vie en dehors de Vaugneray. Après, je suis allé au lycée Lamache à Lyon. Donc là, on faisait 4 ans, 4 ou 5 ans. Moi, j'ai fait 4 ans. Mais on était pensionnaires, on sortait le dimanche matin, une semaine sur 2, hein, donc c'était très strict aussi. Donc levé à 6 heures, on s'habille, on se lave, on est 60 par dortoir, et puis après on a 1 heure d'études, après on a le petit-déj, et après on va en cours. Hein, donc et on sort le dimanche matin après la messe, comme ça au moins on est sûr de ne pas faire les bêtises chez soi. Donc ça, on arrive comme ça jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, j'ai travaillé. Je suis allé dans une entreprise, même plusieurs entreprises. Donc là, j'ai fait mes débuts en entreprise, dans les usines. Et comme au Bachus, c'était réputé pour être... on apprenait beaucoup de pratiques, puisqu'on faisait tous les après-midi ateliers, le matin des cours, et tous les après-midi ateliers. Donc les journées étaient longues, mais on apprenait beaucoup. Donc j'ai fait 2 ans dans les ateliers, à droite à gauche. Après, j'ai fait 2 ans et demi d'armée, comme tout le monde. Mais comme j'avais des aptitudes, je le dis avec beaucoup de modestie, pour ne pas prendre l'armée comme une corvée, mais pour essayer d'apprendre quelque chose, de voir autre chose. Donc, je me suis appliqué dans les tests pour savoir ce qu'on allait faire de moi, quoi. Donc, ayant eu des tests à peu près corrects, j'ai été tout de suite aiguillé dans des basses écoles, donc une à Nîmes,
parce que j'avais été incorporé à Toulouse. Vous voyez, donc, après, je suis allé à Nîmes pendant 6 mois à peu près, pour préparer une école de l'armée qui était à Auxerre, pour faire des études et un brevet d'électronique. Donc, vous voyez, j'avais fait des études de mécanique et on me proposait un brevet d'électronique. Et à l'époque, l'électronique, c'était pas comme maintenant, hein, c'était encore les lampes. Hein. Donc, ça voulait dire que j'étais un petit peu bien coté pour pouvoir apprendre des choses qui étaient encore déjà nouvelles, quoi. Donc, je suis sorti sous-officier de l'école d'Auxerre. Et après, j'ai fini mes 2 ans et demi d'armée à Toulouse, mais j'étais dans un atelier de réparation et d'entretien de matériel électronique sans l'armée de l'air, donc je travaillais sur les avions. Donc je m'occupais de tous les appareils électroniques, mais je vous garantis que je ne faisais pas grand-chose, parce que en France, à cette époque-là, dans les années 57, 58, les militaires étaient en Algérie, donc en France, il n'y avait pas beaucoup d'armées. Et voilà, donc ça, c'est ma vie de jeune, de tout ça. Et après, en rentrant de l'armée, je me suis marié 2 mois après. J'ai habité Vaugneray, là, juste pas très loin d'ici, là, dans la maison qui aujourd'hui accueille ce qu'on appelle la maison Guenichon, où il y a aujourd'hui le 3e âge, je crois. Ah oui. Hein, donc j'ai habité là, dans cette maison. J'ai habité aussi dans la maison qui est en face, là, à Basson. Et puis on a eu des enfants presque tout de suite, mais on n'avait rien. Hein. Mon père, il nous payait très très peu. Mon épouse, qui était de Grézieux, qui était aussi d'une grande famille, elle avait aidé ses parents à élever leur famille, donc elle avait appris la couture et la broderie, donc elle faisait un petit peu des chiffres pour les jeunes mariés, des choses comme ça, mais on avait très très peu d'argent, donc on vivait avec ce qu'on avait, mais on était très heureux, on l'est toujours, on est toujours ensemble, donc tout va bien. Et puis, bon, la vie se passait à Vaugneray assez facilement. Et c'est là où j'ai commencé à m'occuper un petit peu je faisais du théâtre, par exemple. Donc, je faisais partie de l'association d'éducation paroissiale. Je m'occupais de la paroisse un petit peu. J'ai fait beaucoup de sport à Vaugneray, le basket, le foot, choses comme ça. Donc, petit à petit, j'étais introduit dans toutes les activités locales, quoi, que ce soit ludique ou même professionnellement parlant, puisque j'étais en contact avec l'artisanat en permanence. Et ça m'a amené jusqu'à, je sais pas, 30aine d'années, si vous voulez. Mais je n'arrivais pas à m'en sortir parce que mon père nous payait à coups de lance-pierre et qu'on n'arrivait pas à joindre les 2 bouts. Donc j'ai eu cette jeunesse je ne suis pas malheureux, attention. Hein, il y a des gens qui nous ont aidés. Puis j'ai pas un mauvais souvenir de cette jeunesse. On s'entendait bien, on avait des beaux enfants. Donc, mais je vous dis ça parce que je suis pas né dans un tas de coton avec des gens qui s'occupaient de moi en permanence. Hein. Ça explique un peu la suite, si vous voulez. Donc je m'occupais beaucoup de la paroisse, de la commune, de toutes les associations de cette façon. Et puis, pour faire court, si vous voulez, parce que je parle beaucoup, mais en 1972-13, je m'étais fixé un objectif, c'est de construire un presbytère à Vaugneray. Étant donné que j'étais président de l'association d'éducation paroissiale et que je connaissais l'histoire de Vaugneray par mon grand-père, je savais qu'en 1924, le maire de Vaugneray de l'époque, qui s'appelait M. Blanc, il était propriétaire de la maison où habitaient les prêtres, qui était à côté de l'église, là-haut. Et donc, le maire de l'époque, il n'a plus voulu loger les prêtres gratuitement, donc il les a évincés de son immeuble. Oui. Et à ce moment-là, c'était le cardinal Morin, je crois, qui était à Lyon. Lui, on m'enlève mes prêtres, j'enlève les curés. Donc, il y avait 3 prêtres à Vaugneray, un curé et 2 vicaires. Ils sont partis pendant 2 ans, il n'y a pas eu de prêtre à Vaugneray. Et ça, j'en ai toujours entendu parler par mon grand-père, qui était très catho, qui donnait des cours à la catho, enfin tout ça, et qui était en plus très, très proche, professionnellement parlant, de l'évêché pour d'autres raisons.
Donc, moi, ça m'a, à partir du moment où j'avais quelques pouvoirs, notamment avec l'AOP, et quelques moyens, parce qu'on faisait des kermesses qui marchaient bien, j'avais pris l'idée de construire ce local. Hein. Pas tout seul, hein, mais avec l'AOP. Et donc, il a fallu pour cela qu'on achète un terrain. Et le terrain qui était près de l'église, il appartenait à la commune. Et le maire de l'époque, c'était M. Moine, qui a un nom de rue à côté, là. Oui. Donc, je suis allé le voir, mais Vonurel, M. Moine, c'était un Lyonnais de bonne souche, enfin d'un type un peu bien placé, quoi. Je crois qu'il était directeur d'une grande société de Lyon. Et donc, lui, il hésitait parce qu'il avait peur que son conseil municipal ne l'accepte pas. Parce qu'à Vonurel, il y avait des cléricaux et des anticléricaux, comme partout. Hein. Et donc, il a fallu que je me bagarre, moi, dans les années 70, pour acheter ce terrain. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des rapports avec la mairie. Ah, voilà. Donc, voyant que le maire, il ne voulait pas se décarcasser, ben, je me suis débrouillé tout seul. Et j'ai fait un ultimatum à la mairie en disant, moi, si vous ne me vendez pas le terrain pour faire la cure, on n'était pas loin de 77, j'ai dit, vous savez ce que je ferais, hein, des années 70, j'ai dit, vous savez ce que je ferais, je me présenterai contre vous. Comme ça. Et donc, je ne me suis pas présenté, mais en 70, j'ai eu, je ne me rappelle plus combien, 300-400 voix sans me présenter à l'élection de 70. Donc, je n'ai pas été élu, c'est pas la question, hein, heureusement du reste, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le temps. Mais je vous dis ça, c'est pour l'histoire du pays, on irait, hein, ça fait partie de la petite histoire. Il y avait les cathos et les antis. À l'époque, les élections, c'était pas comme maintenant. On mettait n'importe qui sur la liste. Oui, oui. Ouais. Ah ben oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai eu des voix, du reste. Hein. On barrait des noms qu'on ne voulait pas et on mettait les noms qu'on voulait. Il fallait avoir moins de 3500 habitants. Non, à l'époque, on avait 2500 habitants. Voilà. Oui, très bien, bonne remarque. Bonne remarque, Madame Mille. Oui. Et donc, évidemment, je n'ai pas été élu, mais j'ai eu des voix. Et en plus, après, quand je suis retourné le voir, il avait quand même discuté avec ses conseillers, qui n'étaient pas tous... il y en a qui étaient anti, d'autres qui étaient pour, mais ils ont quand même réussi à faire un accord pour nous vendre un bout de terrain, sur le terrain qui est derrière l'église, là. Et l'AOP a construit le presbytère. Donc il comprend deux logements. Pour loger à l'époque, il y avait plusieurs prêtres, donc il fallait plusieurs logements. Et ce bâtiment, compte tenu du passé, moi je l'ai fait construire, mais le terrain, c'est la commune qui l'a acheté, mais c'est pas moi qui ai signé la vente, parce que je voulais pas qu'il y ait d'histoire plus tard. Donc c'est l'évêque de Lyon. Ah. C'est l'archevêché de Lyon qui a acheté le terrain, mais il ne l'a pas payé. Mais il est propriétaire. Ah, pour le franc symbolique. Non, c'est nous qui avons payé le prix que la commune nous l'a vendu. D'accord. Mais j'ai pas voulu qu'il soit au nom de l'association parce que la commune aurait eu trop de pouvoir encore dessus. Vous comprenez ? Donc, moi, j'ai fait mettre la propriété, c'est l'évêché. Comme ça, moi, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème local. Oui, d'accord. C'est-à-dire que si le maire d'aujourd'hui, il veut en faire autre chose, il veut démolir pour faire je ne sais pas quoi, même s'il est catho, il faudra qu'il demande à l'évêché. Oui. Et bien on a pris, parce qu'après, les choses se sont pas toujours arrangées entre l'Église et l'État, donc c'était mieux comme ça. Donc on a construit avec l'argent des kermesses, hein, on a tout payé nous-mêmes. Hein. Mais à cette époque-là, je peux le dire maintenant, parce que le secret ne compte plus, mais il me fallait que trouver à l'époque 35 millions de francs, enfin, quelque chose comme ça, quand même. Ouais, 35 millions, ça fait 100 000 € aujourd'hui. Oui, c'était une belle époque, c'était une belle somme quand même. Donc, j'avais fait un emprunt, mais moi j'avais 30 ans, hein, donc je ne connaissais rien à la banque. Moi, je suis allé voir les gens, et je suis sûrement allé chez Mille aussi, comme toutes les familles, notamment anciennes de Vonurel, que je connaissais très bien. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient prêter quelque chose pour construire le presbytère. Donc j'ai trouvé le financement du presbytère complet. Pas besoin d'emprunter d'argent aux banques. Parce que, pour compléter un peu ce que dit Albert, c'est qu'en fait, à une époque, ça ne se fait plus maintenant, mais il y avait des souscriptions
et les gens pouvaient prêter ou donner de l'argent. Et quand il y avait une cause à défendre, les gens donnaient de l'argent, mais ne se faisaient pas rembourser. En fait, c'était donné pour la chose. Donc là, c'était pour ce presbytère, et les gens faisaient un don, quoi, en fait. Mais pas tous. J'ai aussi emprunté. C'est les emprunts russes, si vous voulez. Ouais. Moi, j'allais voir les gens. Et puis, ils donnaient de l'argent. S'ils pouvaient, ils le donnaient, bien sûr. Hein. Mais c'était inscrit et tout. Mais c'est moi qui tenais le registre. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui ne pouvaient pas donner beaucoup, par exemple, mais qui donnaient pas, qui prêtaient. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je leur signais une reconnaissance de dette, comme quoi on les rembourserait. À taux zéro, Albert. À taux zéro. C'était pas marqué. Non, mais la question ne s'est pas posée. Ah ouais, d'accord. Et il n'y a pratiquement personne à Vaugneray que j'ai eu besoin de rembourser. Ah, voilà. Parce que quand l'immeuble a été fini, dès qu'on a fait une kermesse nouvelle, on a retrouvé de l'argent. Je crois qu'en deux années, j'avais tout remboursé. Ceux qui voulaient, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu. Hein. C'est à ce moment-là qu'il y en a qui ont dit non, ça va. On laisse. Ouais. Donc, ça s'est bien passé. On a financé ce presbytère de façon tout à fait facile. Alors, il y a Christine qui aimerait que tu nous parles de la kermesse. Parce que tu dis on a de l'argent par la kermesse. Ouais. Alors, la kermesse, quand on est président de l'AEP, Association d'éducation paroissiale, chose que j'étais à l'époque, donc on organisait la kermesse justement pour rassembler les gens, faire une journée de fête, et puis accessoirement gagner de l'argent aussi pour les écoles, hein, pour les classes, pour acheter du matériel, pour faire des sorties, pour, je sais pas, enfin il y a tout un tas d'aides qu'on peut apporter à l'école pour à la paroisse avec ça. Et donc j'étais président de l'AEP comme j'ai été président de beaucoup d'autres choses, mais bon. Et donc, à l'AEP, la kermesse, c'était une journée qui se préparait très longtemps à l'avance. Il fallait prévoir toutes les activités de ce jour-là. On servait 600 repas le soir. Il y avait des bandes où on vendait tout un tas de choses à la kermesse. On vendait de la lingerie, des vaisselles, des babioles, il y avait des tables, on vendait tout un tas de choses. Et puis il y avait l'organisation de la fête, oui c'est vrai, le défilé de chars, il fallait monopoliser beaucoup de gens pour faire des costumes, pour faire des chars, pour faire animer tout ça, mais on était nombreux l'EP, hein, donc chacun a sa part. Et puis d'une année sur l'autre, on essayait d'améliorer, de reproduire tout ça, quoi. Et puis ça nous permettait également d'acheter du mobilier pour les écoles privées, parce qu'à l'époque, la commune ne payait rien du tout, hein, peut-être c'est encore le cas du reste. Donc ça nous servait aussi à financer beaucoup de choses pour les écoles. Et ça fonctionnait très très bien. Hein. On faisait je me rappelle avec Madame Duplat et d'autres, on comptait la recette le lendemain ou sur le lendemain, le soir, comme ça. Et moi, c'est moi qui portais les sacs, hein, parce qu'il y avait des dizaines de kilos de pièces de monnaie. Et on arrivait à compter comme ça, à l'époque c'était des francs, mais on comptait 2-3 millions de francs, hein, quand même, de recettes. Hein. Donc c'était la principale ressource de l'AEP. Et donc ça se faisait à la maison, et évidemment, c'est ça le soir, de nuit, pour pas attirer l'attention. Mais j'ai toujours essayé d'avoir des personnes quand même qui étaient de différentes sources pour pas qu'il y ait de contestation. Et puis voilà, et puis bon, j'ai appris à construire le presbytère, mais c'est le presbytère qui m'a fait prendre contact avec la mairie, c'est pour ça que je le dis. Parce que là, j'ai besoin de la mairie pour acheter le terrain. Et donc, comme j'avais eu 300-400 voix en 70, en 77, ils avaient tous la trouille que je me présente quand même. Mais en 77, moi j'avais pris la succession de mon père, pas pour la propriété de l'entreprise, mais pour la diriger. Donc en 77, j'étais gérant de l'entreprise ERM, donc je n'allais pas me présenter à la commune. Hein. Donc je ne me suis pas présenté, et c'est le premier tour des élections, il y a eu un ballottage.
il y a une dame de Vaugneray qui s'appelait mademoiselle Boissel, qui était un peu l'assistante sociale, quelque chose comme ça, mais qui dépendait de personne, ni de la commune, ni de la paroisse. C'était quelqu'un de très indépendant, d'une famille d'en bas, qui était assez aisée du reste. Je crois qu'elle avait un frère qui était dans la pilote de ligne dans l'aviation. Enfin bon. Et ils avaient une maison en bas, là, qu'ils ont pas longtemps qu'ils n'ont plus. Et donc, cette mademoiselle Boissel, elle est la liste, présidée par M. Badoil, il la présente au premier tour. Très bien. Elle n'est pas élue au premier tour. Ben, je ne pense pas qu'ils aient fait beaucoup de campagne pour qu'elle le soit. Bon. Parce qu'ils avaient dans l'idée de mettre un monsieur qui s'appelait M. Arnaud, je crois, qui était résident secondaire à Vaugneray aux Arnaud, mais qui était expert comptable et qui, à l'époque, dirigeait financièrement la maison de santé. Oui. Donc c'était quelqu'un comme ce serait ton mari. Oui. Non, il le faisait bénévolement, donc c'était quelqu'un de très bien. Donc au deuxième tour, ils n'ont pas présenté Madame Boissel, Mademoiselle Boissel, ils ont présenté Monsieur Arnaud. Moi, il se trouve qu'avec quelques collègues artisans, on n'était pas tous tristes, on aimait bien rigoler aussi. Donc le lundi matin, c'était fréquent, une fois qu'on avait mis en route l'entreprise, je sens que tout le monde, les ouvriers avaient tous leur boulot, tout. On se payait une petite récréation dans l'endroit le café au village. Donc M. Arnaud, il le présente au deuxième tour à la place de Mlle Boissel. Et moi, le lundi, avec les copains, il y avait mon frère, il y avait M. Ponchon, quelques artisans d'ici. On va boire notre café, on regarde le journal et on nous dit qu'il y a eu ballottage. Il y a quelqu'un qui n'est pas élu, et où que ça n'est pas le meilleur, c'est qu'il ne la représente pas au deuxième tour. Bon, tout de suite, le sang fait qu'un tour. Si on présente quelqu'un au premier tour, le deuxième tour, il faut le présenter, et puis c'est tout. Hein. Quelles que soient les circonstances, si on a la moindre correction, on représente au deuxième tour, c'est tout. Hein. Mais non, il ne présente pas au deuxième tour, donc il présente M. Arnaud. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas M. Arnaud, je savais où il habitait, parce que c'était les Arnaud là-bas. Donc, j'ai de la famille qui habite là-haut, je connais bien le coin, j'ai des gens, des croisiers, des autres. Donc, c'est un mot qui n'est pas loin de la Millonnière, donc c'est facile que je le connais, je connais ça depuis toujours. Donc, en rigolant, il y en a un qui dit, je ne sais pas quoi, il mériterait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se présente, ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Puis moi, je pense ce que je dis, il y en a un qui dit chiche. Ah ouais. Le lundi matin. Hein. Un pari de bistrot. Ah oui. Un pari de bistrot. Le lundi matin. Ben, chiche, oui, chiche. Eh bien, allez, on y va. Moi, le lundi, on part, on va au boulot. Et ma femme n'était pas au courant, personne n'était au courant. Mais il fallait que le mercredi, c'est-à-dire 2 jours après, il fallait que j'ai mes bulletins de vote et ma profession de foi qui soit à la préfecture. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Donc, je me suis dépatrouillé tout seul, là, à faire ma profession de foi et à faire imprimer les bulletins, et puis voilà, quoi. Et donc, je me suis présenté, et j'ai été élu, et pas M. Arnaud. Et la petite histoire, puisqu'on en est à la petite histoire, qui devient la grande plus tard, peut-être. Donc, quand, à l'époque, je faisais du théâtre, on jouait « J'y suis, j'y reste » au théâtre. Pièce qu'on a donnée cette année, la paroisse, là. Ouais. Avec Pierre et Jésus et les autres. Donc moi j'ai joué le cardinal, bien sûr, et c'est mon petit-fils qui cette année jouait le cardinal. Donc, comme je faisais le théâtre le dimanche, on avait donné notre pièce avec toute une clique qu'on aimait bien à jouer ensemble, mais on aimait bien aussi après les pièces rigoler un peu ensemble. Donc comme c'était la dernière, on allait toujours manger quelque part, et puis on rigolait jusqu'à minuit, 1h du matin, sans faire de tort à personne, mais bon, voilà, quoi, on avait donné la pièce, on se détendait. Donc, je crois que c'est Paul Berne qui n'était pas au conseil, hein, mais qui s'occupait de la paroisse, donc du théâtre, et qui vient me trouver à la mairie en me disant, dis donc, il faut absolument que tu ailles à la mairie, qui vient me trouver au théâtre, il me dit, il faut absolument que tu ailles à la mairie parce qu'il y a des papiers à signer, je sais pas quoi. Moi, j'y connaissais rien, je dis, ça se peut, quand on est élu, il faut aller signer des papiers. Hein. Donc je vais à la mairie, mais tu vois, j'étais pas en costard, hein, je sortais de faire du théâtre, j'avais quand même enlevé le grim, peut-être. Donc je suis à la mairie, là, on est accueillis sur la place, il y avait ma fille qui était avec moi, qui était là.
on est accueillis par deux candidats qui avaient été battus, bien sûr, mais qui se battaient, enfin qui s'engueulaient, qui avaient failli. C'est tout juste, ils n'en venaient pas aux mains. Et ma petite fille, ma fille, qui s'appelle Corinne, qui est toujours ma fille, du reste, eh bien, elle a pris peur, donc elle avait 10-12 ans à l'époque, hein, et donc elle a pris peur, elle est partie à pied et on ne la retrouvait plus après. Hein, donc c'était un peu embêtant, parce qu'ils voulaient me casser la gueule, parce que j'avais failli faire passer quelqu'un d'autre, notamment un communiste, quoi, parce qu'il y avait celui de la millionnaire, là, comment ça s'appelle, Berlin. Ah oui, Berlin. Donc, passons. Et ce monsieur Arnaud, il a été d'une gentillesse, d'une politesse exemplaire. C'est lui qui m'a pris par le bras. Il m'a dit, il était prévu qu'on aille boire un coup chez Lavigne, mais à l'étage, chez Lavigne, il y avait une salle. À l'étage, ouais. Eh bien, c'est moi qui vous emmène. Et soyez pas étonnés, il y a tout le conseil qui sera là. Et c'est moi qui vous dirai que je vous ai amené et que je vous félicite, et ainsi de suite. Donc c'est M. Arnaud qui m'a pris par le bras, qui m'a monté à l'étage chez Lavigne pour me dire, devant tous les autres, qu'il était très content que je sois élevé, et ainsi de suite. Donc lui, il ne m'a pas fait la gueule. Hein. Il était très très bien élevé. Alors Lavigne, pour ceux qui ne connaissent pas Lavigne, c'est le café-restaurant qui s'appelle Les Platanes aujourd'hui. Voilà. Oui, donc il y avait une salle au premier étage, ça faisait hôtel à l'époque. Enfin bref. Donc j'ai été très bien reçu par l'ensemble des conseils, que je connaissais tous, évidemment. Il y avait des cousins. Badoil, le tête de liste, c'était mon cousin, il y en avait d'autres. Et donc, on a bu un coup ensemble, tout, mais très gentiment. Et le vendredi, ils m'ont nommé adjoint. Voilà. D'accord. Donc, ça s'est bien passé. Donc ça, c'est bon. Voilà comment je suis rentré à la mairie. En quelle année, ça, alors ? 77. 77. Donc, moi, ma mère était une Delorme, et c'était la sœur de la mère de Guy Badoil. Donc, on était cousins, germains. Donc, on n'avait pas de raison de se battre quand même. On s'entendait bien ensemble, pas de problème. Et donc, voilà. Et puis en 89, donc j'ai fait un mandat d'adjoint deux mandats d'adjoint avec Guy Badoil. Et en 89, Guy Badoil nous a dit qu'il ne se représentait pas. Il nous a invités au mois d'octobre, je crois. Il nous a payé à manger chez lui, là-haut. Saint-Mazange, et il nous avait annoncé à tout le conseil qu'il ne se représentait pas. On était surpris, moi j'avais fait 2 mandats d'adjoint avec lui, on ne se bagarrait pas, on s'entendait bien. Et donc, c'était le vide, hein. On a essayé de se débrouiller, et moi j'avais un adjoint qui s'appelait à l'époque, enfin c'était pas mon adjoint, il était avec moi au conseil. Et donc, on a demandé à tous les anciens du conseil de Guy Badoil, de ceux qui voulaient se représenter, 2-3 jours après, hein, parce qu'on a bien fallu qu'on fasse quelque chose quand même. Et donc, on était 9 à vouloir se représenter, et on a fait une primaire, comme on dit aujourd'hui. Ah ouais, c'est bien. Donc, il y avait Pierre Meunier, qui aurait, je crois, bien aimé avoir la place, et pour faire une primaire x2, donc moi j'étais candidat, je m'étais porté candidat aussi, comme ça, donc on a... Et il y a eu 5-4, donc j'ai eu 5 voix, Meunier en a eu 4. C'est pas tout à fait prévisible, pas non plus très risqué, parce que moi j'étais de Vaugneray, Meunier il n'était pas, donc c'était plus, voilà, un peu logique. Donc c'est comme ça que je suis devenu maire en 89, et où j'ai hérité de faire les festivités de 89, de la Révolution française. Du bicentenaire de la Révolution. Alors ça a été mon premier gros truc, ça, parce que c'était compliqué. Mais heureusement, j'avais des adjoints, des conseils qui m'ont donné la main. Voilà comment on arrive maire de Vaugneray. Par la bande, mais peut-être. Et puis en 95, je me suis représenté. Et puis j'ai démissionné en 2000 parce que j'avais pratiquement terminé tout ce que j'avais prévu de faire. Et j'avais pas du tout l'intention de me représenter, donc j'ai démissionné un petit peu avant pour essayer de faire en sorte que mes projets soient le plus possible de ceux que je voulais. Une succession, ça se prépare, n'est-ce pas? Ah bah oui, toujours. Bon. Et en fait, ça s'est pas mal passé.
Voilà, alors ça me mène pas très loin, hein, ça nous mène en 2000, hein, c'est tout, hein, parce qu'en 2000 j'ai démissionné, mais pour moi en 2000 c'était quand même déjà tard, hein, j'avais 64 ans. Donc c'était le temps que j'arrête tout, puis là vraiment j'ai pris ma retraite et je n'ai plus du tout, dans aucune association, dans rien du tout, je suis resté en famille, voilà. Alors maintenant, Albert, tu nous as raconté un peu Ma vie. ta vie, le déroulement des années qui sont quand même bien chargées et importantes. Ce que je souhaite maintenant, c'est que tu nous parles de ton enfance, de tes grands-parents, de Jeanne Audibert. Voilà, s'il te plaît. Eh ben, oui, mais comme tout le monde, j'ai une famille, hein, j'ai des ascendants et des descendants. Et parmi mes ascendants, j'ai un grand-père et une grand-mère. Mais j'ai même un arrière-grand-père et j'ai pas d'arrière-grand-mère. Parce que mon arrière-grand-mère est décédée très jeune, donc je ne l'ai pas connue. Et mon arrière-grand-père, qui s'appelait Vialatou, il était notaire à Grézieux-la-Varenne, donc il n'était pas à Vaugneray, mais il s'était marié avec une fille de Vaugneray qui s'appelait Perrier, et qui habitait dans la maison où habitait le nom Gervy, voilà. Donc la maison Gervy où habitait, c'était la maison de mon... À la rue du Rosard? Oui. Ah, d'accord. Donc là, c'est la maison des Perrier. D'accord. Et dans cette maison habitait Jacques Perrier, qui était devenu maire de Vaugneray. Avant 1900, puisqu'il est mort en 1900, il était maire de Vaugneray, conseiller général, et il était candidat au sénatorial. Ça veut dire qu'il était introduit notamment dans les milieux lyonnais, puisque pour être sénateur à l'époque, il fallait être patronné, parrainé par sur un parti politique, mais là je ne crois pas, c'était comme l'avait été d'autres sénateurs, il avait été patronné par des connaissances de la ville de Lyon, quoi, voilà. Donc il est mort en 1900 et c'est un des seuls maires qui n'a pas sa photo nulle part. Pas avec moi, bien sûr. Ah ouais. Mais il était maire de Vaugneray, donc je crois qu'il était il avait un métier de juriste ou quelque chose comme ça. Et donc, je vous dis ça parce que sa sœur était mariée à mon arrière-grand-père qui était notaire à Grézieux. Donc j'avais déjà, par mon arrière-grand-père qui était d'origine de la Creuse, puisque le Vialatou, on était des maçons de la Creuse qui étaient arrivés dans la région lyonnaise et même un peu au-delà, à l'époque où on construisait les bâtiments des villes, les mairies, les hôtels, les grands hôtels, les châteaux, toutes les préfectures. C'est à l'époque où on construisait ça, il fallait des maçons qui travaillaient la pierre. Ah oui. Donc mes ancêtres étant de la Creuse, les Vialatou je parle, hein, donc ils sont venus à Lyon pour travailler l'hiver, comme ça se faisait toujours à l'époque. Ils venaient tous les ans, ils partaient de chez eux pour travailler l'hiver. Et donc ils sont venus dans la région, il y en a qui s'y sont établis, donc mon aïeul s'est établi ici. Et c'est comme ça que mon arrière-grand-père était devenu notaire et habitait ici. Et puis sur ces entrefaites, donc mon grand-père, donc le fils du notaire, lui fait des études, beaucoup. Il n'était pas encore professeur, je crois pas. Mais il avait les moyens de s'occuper de ce qu'il aimait, c'est-à-dire écrire et de travailler pour des thèmes qui lui plaisaient, comme la liberté. Donne-nous le prénom de ton grand-père. Joseph Vialatou. Mon arrière-grand-père s'appelait Gabriel. Donc, mon grand-père Vialatou habitait Grézieux, et ma grand-mère Audibert, elle habitait Vaugneray. Donc mon grand-père, vous voyez, son père notaire à Grézieux, mais pas d'issue de la région. Ma grand-mère, elle n'est pas née à Vaugneray. Elle est née à Grézieux, je sais pas, à Grézieux, je crois. Mais ses parents s'appellent Audibert. Monsieur Audibert, qui n'est pas de la région,
Il est de Saint-Laurent-de-Chamousset. Il est notaire et il est maire de la commune. À cette époque-là. De Saint-Laurent-de-Chamousset. Ouais, ma grand-mère est née en 1878. Mon grand-père en 1870. Et il est mort, non, en 1880 et ma grand-mère 82. Voilà, pas que je me mélange. Et donc mon grand-père est mort en 1970, à 80 ans, même année que le général de Gaulle. Et ma grand-mère est morte en 1982 à 96 ans. Voilà. Donc elle est née en 82, elle est morte en 78, 8 ans après mon grand-père. Donc mes grands-parents avaient peu de chance de se retrouver ensemble, puisqu'il y en a un qui était à Saint-Gilles-Argentier, Saint-Laurent-de-Chamousset, et l'autre à Grézieux. Ce qui a tout déclenché, c'est la guerre de 14. Donc, quand la guerre de 14 s'est déclenchée, mon grand-père, qui était capitaine dans l'armée française, il a été mobilisé, bien qu'ayant 4 enfants, et il avait le grade de capitaine, et il était à Besançon, je crois, dans le service de santé. Donc, il a quitté Grézieux, et cette année-là est né un de ses fils, qui s'appelait Albert, et qui est né à Grézieux, dans la maison du notaire. D'accord. Et ma grand-mère, qui était pas veuve, mais qui n'avait plus de mari, était chez son beau-père. Et ça lui plaisait pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est revenue habiter à Vaugneray, avec ses enfants, à la déserte. Enfin, à Bellevue, on appelle ça Bellevue. Alors, vous me direz, pourquoi qu'elle n'est pas restée à Saint-Laurent-de-Chamousset. Pourquoi elle n'est pas allée à Saint-Laurent-de-Chamousset? Parce que son mari est mort à 51 ans, elle avait 8 ans, et elle est venue habiter chez ses grands-parents, qui avaient la maison de Vaugneray, rue à Bellevue. Et ses grands-parents, ils s'appelaient Terrasse. Donc, Terrasse, qui était un peu de famille avec le bistrot, le restaurant de... Voilà. Donc, ma grand-mère étant revenue habiter à Vaugneray, elle n'a pas voulu habiter à Vaugneray chez ses beaux-parents, elle n'a pas voulu rester chez ses beaux-parents, elle est venue chez sa grand-mère et sa mère. Avec sa mère, sa sœur et chez sa grand-mère. Et sa mère, elle est décédée très rapidement dans cette période-là. Donc, elle est restée à Vaugneray. Quand la guerre a été terminée, elle n'a pas voulu redescendre à Grézieux. Et c'est le grand-père qui était obligé de venir à Vaugneray. Ah, voilà. Et donc, le philosophe est venu s'installer à Vaugneray, là-haut. Mais il a fait modifier toute la maison. Dans les années 20, à peu près 20-22, ils ont eu un nouvel enfant, qui s'appelait Louis, qui a habité longtemps à Saint-Laurent-de-Vaugneray. Donc Louis Vialatou est né après la guerre, en 22 je crois, en 21 même, 21. Et je pense que ma grand-mère, ayant perdu un fils, a voulu, dès que son mari est revenu, le remplacer. C'était bien dans son... Pas se laisser aller quand même. Donc habitant Vaugneray, ils ont connu Vaugneray bien sûr, mais ma grand-mère le connaissait déjà bien, parce qu'elle avait ses cousins Perrier qui étaient là. Et donc, ils ont complètement modifié la maison. C'est pour ça qu'on voit dans cette maison qu'il y a 2 parties du bâtiment, une partie ancienne et une partie nouvelle. Donc, ils ont habité là, très bien. Et pour la petite histoire, mon père est né en 1908. Et ma mère est née en 1911, d'une famille nombreuse. Donc, mes grands-parents, Vialatou, ils avaient les moyens d'avoir du personnel de maison. Donc ma grand-mère, elle aimait bien se faire servir, il y avait la clochette sur la table, donc il y avait du personnel dans la maison, notamment pour les repas, pour entretien à la maison, le ménage, vivre avec les gens. Les employés de maison. Oui.
Et il se trouve que c'est ma mère qui est devenue employée de maison de la Millonnière, parce qu'elle était la troisième d'une famille très nombreuse, donc elle est devenue boniche chez ses futurs beaux-parents. Et elle a épousé mon père. D'accord. Donc un beau mariage quand même. Improbable, mais réel. Voilà. Donc ça, c'est la maison de la bonne. Et mon grand-père l'a toujours améliorée. Elle était très bien, elle était très confortable. Il y avait des salles de bain, il y avait des endroits, des salons de réception. C'était bien fait, c'était coquet même. Il y avait des tentures en toile de Jouy contre les murs, des choses comme ça, un beau mobilier. Donc c'était une belle maison. Mais il avait besoin aussi d'avoir une petite présence pour les autres, parce qu'il recevait énormément de gens qui venaient notamment des écrivains. À l'époque, ils ne travaillaient pas. Hein, ils s'occupaient des semaines sociales, ils s'occupaient de beaucoup de choses sur le plan politique, mais pas politique politicienne, politique, le nazisme, il fallait connaître Karl Marx à 100%, il avait tous les bouquins il correspondait avec le cardinal Morin et après Gerlier, il s'en recevait. Donc c'était le moment où il y avait les guerres de religion, il y avait de la bagarre un peu de partout, et puis des idées, des nouvelles idées qui venaient polluer un peu la société française telle qu'elle était, hein, le communisme, la Russie, enfin, voilà, quoi. Il a beaucoup défendu la laïcité, ce monsieur. Oui, bah, bien sûr, ouais. Mais moi, sur le plan purement théorique, moi je ne suis pas du tout un professeur, je n'ai jamais fait d'études secondaires, donc moi je suis un technicien, je suis un mécanicien, donc tout ce qui est bouquin, c'était pas mon truc. Moi j'étais... et dans la famille, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres qui pour prendre sa suite à ce niveau-là. Donc il a toute sa vie travaillé, écrit, fait beaucoup de bouquins, il allait faire, ils ont mis en place avec des gens célèbres de Lyon, notamment le cardinal Gerlier et puis d'autres personnes. Donc ils ont mis en place tout un tas de réflexions sur l'avenir, sur la vie du pays, sur la religion, sur les modifications qui avaient lieu à cette époque dans le monde. Hein. La montée du communisme, les guerres, tout ça. Donc il était très engagé, disons, voilà, pour dire les choses en raccourci. Mais il était très connu, hein, et ma grand-mère le suivait de partout. Justement, ta grand-mère m'intéresse. Et pour revenir à ma grand-mère, elle le suivait de partout, mais elle n'avait pas fait d'études. Hein, elle était un petit peu bourgeoise, mais elle n'avait pas de... Mais par contre, elle avait été en pension toute sa jeunesse, elle arrivait à Lyon, donc c'était des pensions religieuses où on leur apprenait à tenir une maison, voilà, la politesse, beaucoup de choses, quoi. Ça veut bien vivre. Et donc, c'est elle qui menait la maison, mais c'est elle qui était chargée aussi de tout ce qui était l'organisation du travail de son mari. Voilà. Par exemple, c'est elle qui tapait à la machine, tous ces bouquins, tous ces trucs-là, c'est elle qui tapait les épreuves avec son mari, donc elle l'aidait beaucoup. Et ça l'occupait énormément, mais elle s'occupait également de sa famille. Hein. Il y en a beaucoup de films anciens qui étaient tournés à la manivelle, hein, où on la voit qui s'occupe de ses enfants, qui font les imbéciles, qui font, voilà, ils traversaient les mares en vélo, je ne sais pas quoi. Mais elle est toujours avec eux. Hein. Ce côté-là, elle est très très mère de famille. Du reste, quand elle a perdu son fils en 1914, elle a écrit un bouquin là-dessus, enfin une partie d'un livre là-dessus, c'est émouvant. Hein. Je garantis qu'elle savait écrire, hein. Elle savait faire transparaître ses sentiments. Donc elle était son mari à recopier, à écrire, à faire les manuscrits, tout ça, à la machine à écrire, hein. Donc ça l'occupait beaucoup. Et il y a une activité qu'il faut absolument dire, parce que ça concerne Vaugneray, c'est que dans les années, avant la guerre, hein, dans les années 35, 30, je ne connais pas l'année exacte, mais bien avant la guerre de 39-45, elle a loué un local au village, à Vaugneray, hein, et elle a fait une bibliothèque.
Donc les anciens s'en rappellent tous, puisque cette bibliothèque, elle était ouverte le mardi et le dimanche. Et il y a qu'elle qui s'en est occupée. Donc c'est elle qui achetait les livres, c'est elle qui payait le loyer du bâtiment. C'est elle, quand on tenait les livres, avec Joseph. Hein. Joseph, il avait la planche à relier, machin, la colle, et il fallait refaire les couvertures, il faisait ça le soir. Donc ça se faisait chez eux. Ça. Et donc elle a tenu cette bibliothèque très très longtemps, pendant toute la guerre, et les gens allaient emprunter des livres et payaient. C'est une petite caution, un peu 20 francs, c'était des vieux francs à l'époque. Donc on prenait un livre pour la semaine, puis il fallait le rapporter. Donc ça, elle le fait pendant peut-être 20 ou 30 ans. Hein. Et jusqu'à ce qu'il y ait une bibliothèque à Muret, municipale, qui a été un peu lancée par Madame... comment elle s'appelle, cette ancienne... C'est pas Dantonel? C'est pas Dantonel? Non, la dame qui était institutrice, qui s'occupait de fleurs. Ah, Raphaël. Raphaël. Donc après, je crois qu'il y a Madame Raphaël qui s'en était occupée, de la bibliothèque municipale. Et je sais que dans la famille, on rigolait quand ils lui ont donné le nom de Drevon, parce que Drevon était complètement en dehors de la plaque à Vonnerel. Il a été maire quand Avour est mort, mais il n'a pas marqué son temps. Hein. C'était un bourgeois qui faisait rien pour la commune. Et ma grand-mère a mérité à ce moment-là, peut-être, d'être plus honorée par la bibliothèque. Ah, ben oui. En plus, elle a fait cadeau, tous ses bouquins, on a fait cadeau à la bibliothèque municipale. Hein. Donc, Jeanne Audibert. voilà. Et s'il te plaît, Albert, l'endroit où était la première bibliothèque, est-ce que c'est le bâtiment qui juxtapose l'église? Ou est-ce que c'était... Il est à côté de la fontaine en bas de l'église. Ah oui, c'est ça. À droite de la D'accord, fontaine. à droite de la fontaine. Quand on regarde la fontaine en face. Oui, il y a un escalier. Là, il y avait 2 pièces, l'une derrière l'autre, D'accord. qui allaient jusqu'au fond. Parce qu'on a prévu un stop pour cette bibliothèque, justement. Donc c'est ce bâtiment. Ouais, D'accord. Donc là, il y avait la bibliothèque, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait à l'époque. Hein. Oh, elle avait un nom. Hein. Ah, elle avait un nom, tiens, j'ai pas trouvé ça. Tiens, j'essaierai de trouver. Bon, ça ne se fait pas paroissial, je crois pas. Au début, ça s'appelait bibliothèque paroissiale. Peut-être. Oui, je crois. Mais je ne sais pas si c'était... Il y avait un tampon, hein. Oui, mais je crois que c'était ça au début. Il faudrait demander... Donc, j'ai retrouvé, je te dirai. Bon, je sais qu'on y allait souvent, parce que... Oui. Il y avait, par exemple, j'ai lu tous les livres de Jules Verne, on les prenait à la bibliothèque. C'était des livres à relier épais comme ça, mais c'était des livres de famille chez nous. C'est-à-dire qu'elle les avait lus à la bibliothèque, c'était tous des livres qui étaient très très chers, qui étaient reliés et tout. Ouais. C'était des livres de collection qu'elle mettait là pour tout le monde. Hein. Ça m'intéresse parce qu'on a fait un stop, enfin, on a prévu un stop pour les bibliothèques, justement. Et tu vois, on va dire que c'était des livres reliés et de grande qualité. Autrement, les livres elle descendait à Lyon, par exemple, elle achetait ses livres. Donc c'était peut-être une fois par semaine, ou toutes les 2 semaines. J'ai su ça. Et elle allait dans les bibliothèques à Lyon, elle avait ses entrées, et elle prenait le tram pour descendre à Lyon, elle remontait avec ses bouquins. Alors, justement, Albert, ce que j'aimerais que ce dont tu nous parles, c'est Jeanne Audibert, ta grand-mère, pendant la guerre, s'il te plaît. Alors, pendant la guerre 39-45, ma grand-mère avait son mari à Besançon, dans le service de santé, hein, et qui correspondait un petit peu, et elle savait beaucoup de choses sur la guerre, notamment sur les services de santé. Ce qui l'a traumatisé énormément, parce qu'elle ne voyait pas le philosophe en train de tenir des blessés pour leur changer une jambe ou des trucs comme ça, parce que c'était atroce, hein, Bien sûr. les services de santé dans la guerre. Enfin bref. Donc elle a cherché, je crois, parce que c'est dans sa nature, qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire pour soulager un petit peu les soldats. Et leur famille aussi, bien sûr, indirectement. Donc elle avait organisé chez elle, hein, à Bellevue, là-haut, des ateliers où on faisait du tricot, par exemple, où on faisait des colis pour envoyer aux prisonniers. Donc ça, elle s'en est occupée vraiment pendant toute la guerre.
Donc il y avait une espèce d'ouvroir où des gens d'ici venaient chez elle pour faire du tricot, je sais pas, assembler des couvertures, des choses comme ça. Donc ça, elle l'a fait pendant toute la guerre. Ça était peut-être, je sais pas, un jour ou deux dans la semaine ou l'après-midi, je ne sais rien. Mais je crois qu'elle se déplaçait pratiquement pas, donc ça devait être chez elle. Mais elle avait de la place, hein, c'était grand, il pouvait stationner. Donc ça, elle s'en est occupée beaucoup. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand les prisonniers sont revenus de la guerre, et j'avais un oncle, moi qui était à la Milonnière, là, qui est revenu à cette époque-là, qui s'appelait Johannes Delorme, donc un frère à ma mère, qui était parti depuis 7 ans. C'est-à-dire qu'il a été convoqué pour son service militaire. Il était des classes 36, donc il a été convoqué en 37, si vous voulez, pour faire son service militaire, qui était de 2 ans. Et il a été donc soldat en France pendant 2 ans, et il a enchaîné avec la guerre 39-45, et prisonnier des Allemands pendant les 50 guerres. Et quand il est revenu à la Milonnière, ça faisait 7 ans qu'il était parti. Ses parents ne l'avaient pas vu. Ah ouais. Et moi, j'étais là-haut parce que je montais très souvent à la Milonnière, soit qu'il y avait des vacances, soit le dimanche, soit parce que mes grands-parents me gardaient. J'ai d'autres frères, par exemple, qui allaient à Puceuil, parce que c'était aussi la famille là-bas qui avait beaucoup d'enfants, qui était très, très gentil avec nous et avec mes parents. Donc, ma grand-mère, je me souviens de ces prisonniers qui étaient reçus. Mon père avait un taxi à l'époque, un taxi au gaz au bois qu'il avait fait pendant la guerre. Donc, il allait chercher les prisonniers, je ne sais pas où, à la gare, ou je ne sais pas où, il y avait un endroit où ils devaient se rassembler, à Perrache ou que sais-je, hein, qui devaient venir par le train à Lyon-sur-Rhône. Hein. Et donc, il allait les chercher, et il arrivait sur la place de Vaugneray, ils étaient accueillis là, par moi je ne peux pas vous dire par qui, mais ma grand-mère qui organisait ces réceptions, où déjà on essayait de leur donner un petit peu de propre. C'est-à-dire qu'ils puissent se laver les mains, qu'ils puissent, je sais pas, se débarbouiller un peu, parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'ils traînaient dans des trains, dans des wagons, dans des ci, dans des là. Ils étaient dans un état pitoyable. Ils faisaient 30 kilos, 35 kilos, c'était des loques. Et donc, être accueillis à Vaugneray par quelqu'un qui leur donne à manger, qui leur donne à boire, qui s'occupe d'eux, de savoir s'ils ont besoin de quelque chose, d'un mouchoir, de rien, c'est rien. Mais d'être accueillis, j'ai toujours entendu dire que c'était très important pour eux. Enfin, moi, le peu que j'en sais, c'est qu'ils s'étaient organisés, mais à l'époque, on n'en faisait pas une montagne. Hein. Elle était là, elle faisait ce qu'elle pensait le mieux pour eux, mais on n'en parlait pas. C'est moi que j'en parle, mais elle n'en parlait jamais. Elle trouvait que c'était tellement naturel que... Non, je ne l'ai jamais entendu se glorifier d'avoir fait quoi que ce soit. Hein. Et donc, moi, j'ai vu mon oncle arriver à la Milonnière, mon père qui l'avait monté avec sa voiture, mais j'en ai encore l'image. Hein. Ils avaient des vêtements qui étaient des loques, une pèlerine, une petite musette où il y avait 3 fois rien dedans, et des chaussures qui étaient complètement éculées, ils étaient sales, ils étaient mecs comme ça. Et moi, je me souviens que quand il est arrivé, ses parents qui étaient là, ils ne savaient plus quoi faire, ils ne le reconnaissaient pas. Déjà, s'il avait été ressemblé, s'il avait été normal, il l'aurait peut-être reconnu, mais il était tellement maigre, rien, il n'y avait plus rien. Donc c'était... Et ils osaient à peine se sauter dans les bras, c'était incroyable. Bien sûr. Ils avaient peur, hein. Il faut vraiment y avoir vu pour y croire. Hein. C'était des gens, quand on les croirait enfin, je suis sûr qu'il y a des quantités de gens qui pourraient dire la même chose, parce qu'il n'y a pas que mon oncle qui était prisonnier, il y en a beaucoup d'autres. Mais quand ils sont revenus, là, que mon père les emmenait chez eux, les gens ne les reconnaissaient pas du tout, et ils faisaient peur. Hein. Et je me souviens, il avait ouvert sa buvette, c'est une petite musette qu'ils avaient, mais il n'y avait rien dedans. Je me souviens, il y avait un petit harmonica, comme ça. C'est la seule chose que je me souvienne, mais ils n'avaient pratiquement rien. Et donc ta grand-mère, elle nourrissait. Donc ma grand-mère les accueillait au village. Voilà. Mon père les transportait, il avait une voiture. Et puis après, ils venaient au village, et là, ils étaient accueillis, on leur donnait à manger, on leur donnait ci, on leur donnait là, et on les recevait comme des êtres humains. Ouais. C'est-à-dire avec condescendance, peut-être, mais en essayant de vraiment leur donner de tout ce qu'ils pouvaient
leur faire plaisir, quoi. Déjà à manger, mais c'est manger, on peut pas manger trop fort, pas parce qu'on n'a pas mangé pendant 5 ans qu'on va manger plus, c'est l'inverse. Il faut pas non plus leur donner des trucs où ils seraient malades. Donc c'est elle qui les recevait, mais je suis sûr, comme la connaissant, qu'elle les recevait avec gentillesse. Elle n'avait pas peur de les prendre, même s'ils sont seuls, elle s'en foutait de ça. C'était... Ouais, ouais. Donc elle les recevait quand ils sont revenus, mais pendant toute la guerre, elle faisait des colis. Mais pendant la guerre, elle s'en est toujours... il y avait un ouvroir, on appelait ça un ouvroir chez elle. Beaucoup de gens venaient comme ça, une après-midi, puis ils discutaient, ils causaient, puis ils faisaient des colis. Alors dans les colis, on mettait des pulls, des écharpes, des choses comme ça. Et puis on glissait une petite bouteille. Mais c'est pas sûr que ce soit eux qui les... C'est peut-être les Boches qui les buvaient. Enfin, peu importe. Mais elle, je sais que pendant toute la guerre, elle s'est occupée de ça, quoi. Mais c'était tout à fait dans son état d'esprit, elle était comme ça. Et ce que j'aimerais que tu nous dises également, c'est les gens qu'elle accueillait chez elle, les familles étrangères qui sont restées chez eux, cachées chez eux. Alors là, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que on n'était pas dans la combine. Hein. Fallait pas que ça se sache. Moi, j'en ai appris beaucoup plus sur les Juifs, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, après la guerre. C'est-à-dire qu'après la guerre, il y a eu les langues se sont déliées. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur les ennuis que les Juifs avaient en France, quoi. Les toiles jaunes et ainsi de suite. Ils étaient complètement chassés par les Allemands et même par les Français. Donc il fallait qu'ils se cachent. Et dans les campagnes, on a vu des émissions à la télé assez souvent où on voit des jeunes Juifs qui étaient mis à la campagne pour manger. Et donc ma grand-mère, la Mélonière, c'est pas Madame Audibert, c'était Madame Delorme. Elle avait toujours un berger l'hiver, il y en avait souvent avant Noël. Donc moi, ils avaient à peu près mon âge, hein. Enfin, même des fois un peu plus âgés que moi. Bon, j'avais 12 ans ou 10 ans, ils en avaient 13, 14. Quoi. Donc ils venaient un mois, 2 mois l'été pour se retaper un peu. Et puis ils aidaient un petit peu. Alors moi, je savais qu'on allait en champ ensemble, des choses comme ça. Donc ça, c'était des enfants de juifs qui étaient laissés par les parents dans les fermes. Ça, c'était surtout dans les fermes. Mais mon grand-père, lui, il n'accueillait pas que des enfants, il accueillait des familles. Notamment une famille avec qui il a eu des échanges par courrier pendant des années après la guerre, et qui vivaient chez lui. Donc ils étaient cachés dans sa maison. Voilà. Non. Et ça craignait à l'époque. Hein. Et les enfants, nous, moi je me souviens que comme on passait pour aller de chez moi, chez mon père, à l'école, on passait par le clos de mes parents, là, on montait par derrière. Donc, on prenait les Juifs en passant, nous. Ils venaient à l'école avec nous, chez les frères maristes. Donc, c'était un peu dangereux, quand même. Ouais. Mais là, pour nous, c'était banal, hein, parce que je sais rétrospectivement que c'était dangereux, mais nous, on n'en faisait pas cas, pratiquement. Hein. On allait à l'école... on les prenait en passant, mais juifs pour juifs. Surtout que vous habitiez à côté du Chardonnay où il y avait des Allemands. La milice, je crois. Oui, bah ça, nous, on y allait souvent parce qu'il y avait ce qu'on appelait la maison Bollé là-bas. Il y avait une maison Bollé qui était Bollé d'avant-guerre. Hein. Et dans cette maison Bollé, nous, les gamins du coin, on y allait jouer parce qu'elle était Bollé ouverte. Abandonnée. Donc on montait dedans, on se cachait. Mais il y avait la police à l'époque, enfin la Gestapo, qui torturait, parce qu'on entendait les cris, les gens. Là. Puis il y a eu des exécutions sûrement assez nombreuses. Où est-ce qu'elle était, cette maison Bollé? Là où il y a le château du Chardonnay. Chardonnay, oui. Ah. Ouais. À côté du château, alors non, dans non. la même... La maison Bollé, elle a été retapée maintenant, c'est un logement, c'est je sais pas quoi, c'est une annexe du château. Ah, une annexe du château, en dessous à gauche. Chardonnay, le château, on n'y avait pas accès au château, hein, là c'était gardé. Hein. Et mon père, il faisait gaffe parce qu'on habitait pas loin, et lui, pendant la guerre, il avait une voiture au gaz au bois, et il transportait beaucoup pour le maquis, par exemple. Il transportait des armes, il transportait des choses comme ça. Donc il fallait qu'il se méfie, quoi. Mais nous, on était trop jeunes
Ça ne nous impressionnait pas. Hein. Mais par contre, à la Libération, je me rappelle, moi, avoir vu ça doit être un collabo qui avait été fusillé sur la marche de la mairie, là, hein. Un dimanche matin, il y a un mort sur le banc de la mairie. Là. Ça devait être un collabo qui avait été fusillé par le FFI. Ou je sais pas. Et à cette époque-là, à l'époque de la guerre, il y avait le docteur Partinsky qui habitait avenue du docteur Cérulaz. Et est-ce que le docteur Partinsky était ami avec la famille Vialatou? Ouais. Est-ce qu'ils ont fait des choses ensemble pour cacher des juifs et pour le bien des militaires, enfin, les colis, tout ça? Je crois pas ça. Le docteur Cérulaz, qui a son nom dans la rue, c'est le beau-père c'était le père du docteur Partinsky. Le beau-père. Le beau-père. Donc, mes parents, mon père notamment, il connaissait bien la fille qui s'appelait Eliane, je crois, quelque chose comme ça. Eliane Cérulaz, non? Oui, je crois. Hein? Oui, oui. Donc, c'était une fille de leur âge, avec qui ils déconnaient, ils se recevaient, enfin, je sais pas quoi. Mais pas les parents, c'était les gamins entre eux, si tu veux. D'accord, les enfants. Oui, parce que je sais que mon père, avec ses frères, comme il a que des frères, lui, il a avec cette fille, donc ils avaient installé un téléphone entre les deux maisons. Donc ils pouvaient se téléphoner entre les deux. D'accord, d'accord. Mais c'était pas Partinsky, là, elle n'était pas mariée encore. Cérulaz. Ouais. D'accord. Mais non, le docteur Partinsky, c'était le médecin de ma femme, mais pas le mien, jamais. D'accord. Mais par contre, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de garagistes, donc je me souviens que mon père réparait ses voitures, par exemple. Il y avait très peu de voitures qui roulaient. D'accord. Le petit Charles qu'on a emmené au Vernet, et là, c'est une dame Vialatou qui aurait amené ce petit Charles au Vernet chez les Delorme. Chez les Delorme, hein? Non, Chez Combes. Combes, parce que Berthe Ponchon a eu la médaille des justes parmi les justes. Ouais. D'ailleurs, c'est toi qui lui as remis, Albert, non? Ah. Non, j'étais à la cérémonie, oui. Ah oui, bon. Mais c'est pas elle qui a reçu des justes, c'est sa mère. Oui, c'est ça. Sa mère et son père. C'est ça. Parce que pour faire partie des justes parmi les justes, c'est le juif qui demande. C'est pas la France qui l'offre. Oui, c'est ça. Donc, moi je me souviens par exemple chez mes grands-parents, il y a quelqu'un qui est venu pendant longtemps, pendant la guerre notamment, qui a été caché pendant longtemps, puis qui est venu après la guerre et qui correspondait avec mes grands-parents. Il s'appelait Forner. Moi je me rappelle de ce nom, Forner. Je ne sais pas qui c'est, mais c'était un juif qui venait chez mes grands-parents, qui devait avoir des enfants, et qui, après la guerre, a continué à correspondre avec ses bienfaiteurs. Bien sûr. Et donc, je me disais, à l'époque, si ce Forner est encore vivant, il pourrait demander, par exemple, à l'association des Juifs, là, que la famille, quelqu'un de la famille Vialatou, notamment à l'époque, je pensais à mes grands-parents, bien sûr, soit reconnu comme juste parmi les justes. Ah oui. Mais il faut que ce soit le juif qui demande. D'accord. Alors, il y en a beaucoup qui après la guerre, n'étaient plus là, du reste. Bien sûr. Et ce Forner, je sais qu'elle a eu plusieurs juifs qu'elle a reçus pendant des années, qui ont correspondu avec elle. Il y en a même un qui lui a envoyé une boîte de chocolat tous les ans à la fin de l'année, là, d'un juif qui habitait en Israël. Mais il faut que ce soit l'Israël, le juif qui demande. C'est pas... Et là, Berthe Ponchon, elle a eu la médaille, mais c'est sa mère qui l'a C'est sa remis. mère, Noémie. Ouais. Noémie, c'est ça? occupé. Oui. Donc, Parce qu'elle était gamine à l'époque. oui. Donc, Mais d'après ce qui se dit, ça serait une grand-mère qui aurait monté le petit juif au Vernet. ce que nous a dit Pierre, Ça, je connais pas l'histoire parce que c'était top secret. Donc moi, j'ai jamais su qui était venu chez mes grands-parents. Hein. C'est les langues qui se sont dédiées à nous annoncer que c'était... Mais entre les adultes de l'époque, il y avait peut-être des échanges entre ceux qui recevaient les juifs. sûrement. Moi, là, j'en suis pas parti. Là. Non. Voilà, donc, le fait, c'était surtout d'aller à l'école, de prendre des petits juifs en passage, et hop, on a mis ça à l'école comme si de rien n'était, une bande de copains, quoi. Ce qui était relativement dangereux, d'ailleurs. Mais voilà.
C'était bien. Non, mais par exemple, ma grand-mère, elle aimait bien venir chez nous parce qu'on avait la maison à côté de chez elle. Et quand elle était venue seule, quand elle a perdu son mari, elle venait tous les mardis manger chez nous. Et elle s'entendait très bien avec ma femme. Et donc, elle venait le mardi, tous les mardis, elle venait au village, elle achetait de la viande chez Bardin, elle venait manger à la maison. Eh bien, elle adorait, par exemple, parler du vieux temps, mais pas pour les trucs difficiles, parler du bon vieux temps. Par exemple, quand on se promenait, on se promenait beaucoup à pied à l'époque. Ben, si on allait sur la route des Crêtes, nous on se rappelle de la route des Crêtes quand elle était en construction, même avant, qu'elle n'existait pas encore. On a des photos, des films qui existent dans la famille où on voit la route des Crêtes avant qu'elle existe. Et eux, ils étaient habitués à ce genre d'excursion parce que il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien du tout. Par exemple, dans la propriété de mes grands-parents, il y avait ce qui s'appelle aujourd'hui la Gloriette. Oui, la Gloriette, justement, je voulais que tu nous en parles. Donc ça, c'était fait pour... C'était une sorte de spectacle, ça, c'était la scène. Et devant, il y avait une cour où il y avait les chaises et les fauteuils. Et là, ils montaient des scénettes avec les barons, les trécours, les je sais pas qui, un peu les bourgeois de l'époque, et donc c'était un loisir, ça. Et on donnait des représentations. On a prévu un stop sur la Gloriette et on notera ça, cette histoire. Non, mais en gros, c'est une scène. C'est fait comme pour ça. Il y avait des portes, il y avait 4 portes qui étaient avec des verres de couleur pour que ça fasse un peu plus bien. Et puis la balustrade devant, les gens jouaient derrière la balustrade et le public était en bas. Et entre les deux, il y avait une cascade d'eau. Et on a gardé toutes les pierres, les ouvrages qui ont été faits. C'est à l'époque de ton grand-père, ça, les ouvrages. Ça a été fait à quelle époque, ça? Ça s'est fait dans les années 20 quelques. D'accord. Parce que la maison de ma grand-mère, des terrasses, des eaux d'hiver, était une maison tout ce qu'il y a de plus simple. C'était une grande maison parce qu'il y avait une grande pièce, une grande salle à manger, avec un escalier en pierre à droite, et puis la cuisine, l'escalier à gauche. Donc c'était pratiquement la cuisine et la salle de réception, c'était toute la maison. D'accord. Et il y avait 3 étages à l'époque. Puis là, c'est l'agrandissement, où il y a la surélévation. C'est là où il y a eu les salons, les salles de bain, des choses comme ça au-dessus, qui ont rendu la maison habitable pour une famille. Mais avant, c'était une maison ordinaire. Elle était bien placée, là. Il y a encore des photos de la Gloriette en état de... Oui, alors moi j'ai une photo avec toi, peut-être bien, près de la Gloriette, non? J'ai des photos de la Gloriette. Et j'ai même une photo de toi avec ton grand-père. Non, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup discuté avec mon grand-père parce que j'ai travaillé chez mon père. Et mon grand-père, il a écrit un bouquin sur le travail. Je ne me rappelle plus comment le titre exact. Et il venait presque plusieurs fois par semaine à l'atelier où je travaillais. Et donc, il venait, il disait bonjour à son fils, bien sûr, mais mon père était rarement à l'atelier parce qu'il faisait les courses, il allait chez les clients, il n'était pas quelqu'un qui était 8 heures par jour sur la machine. Mais par contre, bon, c'était un tombeau. Et donc, il a vraiment connu, à travers cet atelier, ce que c'était que la vie, parce qu'il a écrit des bouquins sur les ouvriers. Il a vu ce que c'était d'un atelier où il y a du bruit, énormément de bruit, et où les gens font la même chose pendant des jours et des jours, on fait la même pièce, avec dans les copeaux qui coupent, le bruit en pagaille, c'est des copeaux de partout, c'est pour un philosophe, c'est pas possible de travailler là-dedans. Et donc, il a su ce que c'était que la condition ouvrière, un petit peu à travers ça, d'être dans un cadre d'un atelier où il y a des gens qui font tous les jours la même chose, avec les mêmes gestes, avec les mêmes bruits, dans la crasse. Donc, c'est rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les ateliers où tout est parfait, il n'y a que des plexiglas. Que des boutons. Que des boutons, voilà. Donc, il a appris des choses dans cet atelier, je suis sûr, parce qu'il a écrit des bouquins sur la vie
vie des ouvriers, hein, il était très, très, très branché de ce côté-là. Et il a même écrit un bouquin sur la torture en Algérie, il n'est jamais allé. Mais j'avais un cousin, Bruno, qui était le fils de mon cousin qui était notaire aussi, qui lui a été officier dans l'armée pendant la guerre d'Algérie et en Algérie, et lui qui a été, c'est lui qui lui a fait montrer du doigt ce que c'était que la torture en Algérie. Parce que lui, il n'a peut-être pas participé, mais il y a vu, mon cousin. Donc il a pu raconter. Donc mon grand-père avait des informations, des premières sources. Donc il avait écrit un bouquin là-dessus, parce que il ne faut pas comprendre que l'armée française, dans ces années-là, puisse encore torturer des gens, quoi. Pour leur faire avouer, je ne sais pas quoi. Enfin. Et ces ouvrages qu'il écrivait, ils étaient édités avec une maison d'édition ou lui-même les éditait librement? En militaire? Les ouvrages, Les ouvrages que ton grand-père écrivait, est-ce que c'était édité, c'était publié? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, vous avez qu'à regarder sur Internet. Il y a sa bibliographie, paraît-il. Moi, je ne l'ai jamais vue. Oui, moi, je regarde. Mais tu as regardé. Mais il a, je sais pas, il a publié beaucoup. Ouais. Moi, j'ai lu une publication sur la condition de la femme. J'ai lu une publication sur la laïcité. Parce qu'en fait, quand il y a eu cette guerre, tu me coupes, hein, Albert, si je me trompe, quand il y a eu cette guerre, et après, il a trouvé que il y avait trop de différences entre... Et puis il y avait polémique entre les laïcs et les religieux. Et lui, au début, pourtant, il était vraiment catholique, fervent catholique, mais il a trouvé que, sûrement, c'est ce que j'ai compris par rapport à ses écrits, qu'il y avait trop de différences entre la laïcité et le catholicisme, mais pas en tant que religion, mais en tant que précepte, que d'idéaux, etc. Et ça le dérangeait, parce que en plus, il y a eu la guerre avec les Juifs et tout. Il a dû réfléchir, d'ailleurs il faisait que ça, il faisait travailler son cerveau, et il a trouvé qu'il y avait quelque chose, et du coup il a beaucoup écrit sur la laïcité pour établir le fait qu'on soit une république, dans la laïcité, qu'il n'y ait plus le communautarisme, tu vois, tout ça. Et ça, je l'ai lu dans des ouvrages de Joseph. Non, mais je crois que la religion, c'est difficile d'en parler maintenant, parce que la religion, c'est devenu un peu tout et rien, parce que avec les histoires qu'on voit tous les jours dans les journaux, Barbarin, les autres, enfin bon. Mais la période de la guerre, 39-45, sur le plan purement religieux, ça a été une catastrophe pour l'Église catholique, parce que le pape et les cardinaux, il y en a beaucoup qui ont été collabos. Parce que pour eux, c'était beaucoup plus facile d'être bien avec les Allemands que d'être contre. Bien sûr, bien sûr. Et comme à l'époque, la religion, c'était très hiérarchisé, le pape n'était pas forcément un type bien, c'était celui qui faisait rassembler le plus de cardinaux, c'est tout. Hein. Donc, c'était même des fois un des moins influents des cardinaux, comme ça il n'en viendra personne. Mais par contre, mon grand-père, il était catholique, mais comme de conviction. Donc lui, c'était pas pour briller, c'était pas pour aller se mettre en avant, c'était pas pour profiter davantage ou de quoi que ce soit. C'est pour ça que les cardinaux de Lyon ont souvent changé leur fusil d'épaule, mais à cause de lui. Par exemple, Gerlier, j'ai encore entendu à la télévision récemment, Gerlier, il a été cardinal après Morin. Et quand le cardinal Gerlier est arrivé à Lyon, il a soutenu les Allemands. Il était pro-allemand. C'est-à-dire qu'il ne collaborait pas avec l'Allemagne, mais il n'avait rien à voir avec ça. Mais il n'était pas contre les excès des Allemands envahisseurs de la France. Et donc, c'est des gens comme Joseph Vialato et d'autres, hein, il y en a plusieurs, qui lui ont fait comprendre à Gerlier qu'il fallait qu'il change son fusil d'épaule et qu'il soit catholique. Et catholique, c'est pas aller s'occuper de la guerre et de c'est s'occuper de faire en sorte que les règles du catholicisme soient respectées, y compris chez le cardinal. Bon, je crois qu'il est un peu tard. On va remercier Albert.
Non, parce Merci que pour moi, tout. c'est décousu, parce que je ne suis pas très mauvais orateur. Donc je vous dis, je me sens au fur et à mesure que ça me vient à l'esprit, mais c'est pas construit, c'est pas hiérarchisé. Merci Albert, merci pour tout ce que tu nous as donné et offert. Et ça va nous apporter beaucoup sur notre parcours de découverte à Vogneret. Et il y a des informations qui sont complémentaires à ce que nous avons déjà récolté, notamment sur tout ce qui est Bellevue, la maison de Jeanne Audibert, où ont habité tes grands-parents, la Gloriette où tu t'es amusé, et puis toute cette vie de Vogneret et la tienne. Donc, merci beaucoup Albert. Ben, c'était avec plaisir. Merci Solange d'avoir pensé à moi.